Le burn-out est un état d'épuisement qui est à la fois émotionnel, physique et mental et qui résulte d'un stress chronique lié au travail, mais aussi à des responsabilités chroniquement exigeantes. Ça peut être le cas des aidants et on peut faire également un burn-out parental. Le burn-out se caractérise par trois dimensions. On a l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation, qui est une attitude cynique où on peut être détaché envers le travail, par exemple. Et puis, il y a également une dimension du sentiment d'accomplissement personnel, une diminution. Selon l'Institut de veille sanitaire, il y aurait environ en France 480 000 personnes qui souffrent de mal-être au travail, dont 7% seraient spécifiquement touchés par le burn-out, ce qui fait environ 30 000 individus. Mais ces chiffres pourraient avoir sensiblement progressé ces dernières années, comme peuvent témoigner les sondages réalisés après la crise sanitaire. Ainsi, d'après une étude réalisée en 2022 par Opinionway pour le cabinet Empreinte Humaine, 34% des salariés seraient en burn-out, dont 13% en burn-out sévère. C'est plus de 2 millions de personnes. Donc le burn-out est une cause nationale en santé mentale. Quels sont les principaux facteurs de risque du burn-out et comment les identifier? Les facteurs de risque du burn-out peuvent être regroupés en trois grandes catégories. Il y a les facteurs de risque qui sont liés directement au travail. Alors ça peut être une pression managériale excessive et toxique. Ça peut être des attentes de rendement trop élevées et réalistes, une ambiance de travail délétère, une mauvaise définition du poste ou de l'insécurité de l'emploi. Il y a des facteurs liés aussi à la personne, à l'individu. Pour une personne qui a une faible estime de soi ou un surinvestissement professionnel, ça peut être compliqué. Et puis les facteurs sociaux, un isolement au travail ou dans la vie personnelle peut jouer également. Le syndrome est également fréquent dans les métiers impliquant un investissement personnel élevé, comme les professionnels de santé, où là, le taux de burn-out peuvent atteindre 30%, même 50%. Les personnes à risque peuvent ressentir une pression constante, un sentiment de perte de contrôle ou encore une absence de sens dans leurs tâches quotidiennes. Il est donc crucial pour les institutions, les entreprises, mais aussi au niveau des managers, des collègues, d'être attentifs à ces signaux en les identifiant de façon précoce. Alors ça peut être par une observation ou une évaluation proactive des sources de stress au travail, mais aussi par des échanges individuels, les entretiens d'évaluation annuels peuvent être une piste. Et puis il doit y avoir aussi une analyse des indicateurs RH, tels que l'absentéisme, le turnover ou les arrêts maladie. Comment repérer les profils à risque et les symptômes? Les profils à risque sont souvent des individus très investis dans leur travail, perfectionnistes, et qui hésitent souvent à déléguer. Les symptômes se manifestent sur trois plans. Ils sont physiques, donc il y a une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des douleurs inexpliquées, des migraines et la liste n'est pas exhaustive. Il y a également des symptômes émotionnels, donc avec de l'irritabilité, un détachement, une perte de motivation, de l'agressivité, mais aussi de l'hypersensibilité. Et puis il peut y avoir des symptômes cognitifs, et en général ils sont concomitants. Il y a de la difficulté de concentration, de la baisse de performance, et puis c'est aussi une difficulté à réaliser des missions ou des tâches simples. Ces signes doivent absolument alerter et inciter à consulter un professionnel de santé. Et en termes de prévention, nous avons tous un rôle à jouer et il faut demander à son entourage, à ses collègues, son collègue, comment ils se sentent. Existe-t-il un lien entre le burn-out et le risque suicidaire? Oui, tout à fait. Le burn-out peut entraîner un sentiment de désespoir et d'isolement et augmenter le risque de dépression et de comportement suicidaire. Il est donc essentiel de prendre ces symptômes au sérieux et d'intervenir rapidement, d'où l'intérêt de la prévention et de l'information sur le sujet. Quelles ressources ou contacts recommandez-vous pour prévenir ou traiter le burn-out? Il est important de consulter un médecin généraliste ou un psychiatre dès l'apparition des premiers symptômes. Il existe également des associations comme France Burnout, SOS Burnout France ou SPS, Soins aux professionnels de santé, qui offrent soutien, information. Et pour SPS, Soins aux professionnels de santé, elle offre la possibilité d'une plateforme téléphonique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez également le numéro 3114 qui est disponible pour la prévention des crises suicidaires. Au sein de l'entreprise, il y a également le service de santé au travail et les représentants du personnel qui peuvent être sollicités pour mettre en place des actions de prévention et de soutien. Vous avez également le prud'homme qui peut être aussi un premier recours.
L'épuisement professionnel peut aujourd'hui être reconnu comme maladie professionnelle. Il est inscrit à la classification internationale des maladies de l'OMS. Alors, il ne figure pas encore dans le tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale, mais comme le précise l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle. Alors bien sûr, il faudra que le salarié puisse établir le lien de causalité entre sa maladie et son travail. Vous l'aurez compris, le diagnostic est avant tout clinique. Il va s'appuyer sur le retentissement fonctionnel et l'épuisement chronique, surtout d'origine professionnelle. Mais il existe aussi des auto-questionnaires qui peuvent être utiles, notamment pour évaluer les symptômes précurseurs. Et puis, dans le cas des burn-out sévères, il peut y avoir aussi des bilans neuropsychologiques qui peuvent être pertinents. Le syndrome résulte le plus souvent d'une combinaison de facteurs liés à l'environnement professionnel. Cependant, certains facteurs sociaux, familiaux ou personnels jouent également un rôle et peuvent fragiliser ou au contraire protéger le salarié. Et là encore une fois, la prise en charge est multidimensionnelle et elle nécessite une coopération étroite entre le médecin généraliste qui est en première ligne, le médecin du travail, le psychiatre ou le psychologue. L'arrêt du travail fait partie intégrante du traitement et représente un temps de coordination essentiel entre les différents acteurs de cette prise en charge.